professionnalisation, information, accueil du salarié, faciliter, convaincre, interaction, accompagner, aménagement de poste, éléments de langage. Bon, merci beaucoup. J'espère que ça a fonctionné pour tout le monde. Donc, et puis surtout, j'espère que nous allons répondre à vos attentes. Donc, l'objectif est double, vous transmettre des informations clés, donc les messages clés, les acteurs, les ressources, les dispositifs, les aides de soutien à l'apprentissage qui sont propres aux travailleurs handicapés, et puis partager quelques arguments, des bonnes pratiques, des éléments de langage pour convaincre, vous outiller finalement, lorsque vous rencontrez des employeurs, les convaincre de l'accueil des apprentis en situation de handicap. Et je vais passer tout de suite la parole à Madame Noé de Gorce de la Driette. Merci Morgane. Merci beaucoup. Encore une fois, bienvenue à tous sur cette action assez nouvelle qui vraiment s'adresse à vous, développeurs de l'emploi portés par le MEDEF, par la CPME et développeurs de l'emploi, de l'apprentissage aussi, portés notamment par l'émission locale. Alors, je reviens sur... il est bon. Alors, oui, voilà, merci. Alors, donc, du coup, oui, quelques mots rapides sur ce qu'est ce PRITH Île-de-France, parce que c'est la première fois qu'on vous associe directement à son action. Donc, quand même, vous dire deux mots sur ce que c'est. C'est un dispositif partenarial qui est inscrit dans le Code du travail. Il est porté par la Driette. Donc, je dis Driette, c'est ex-direct, pour ceux qui sont encore, voilà, ça date du 1er avril. Donc, on s'appelle bien la Driette maintenant, Direction régionale interdépartementale de l'économie, l'emploi, travail et solidarité. Alors, ce PRITH réunit l'ensemble des partenaires qui agissent sur le champ du handicap, que ce soit l'État, à travers la Driette, l'ARS, les rectorats, mais les caisses régionales d'assurance maladie. Il associe également tout le service public de l'emploi, Pôle emploi, mission locale Cap emploi, le conseil régional, voilà, le conseil régional, les fonds de la GFIP et du FIP, les MDPH et tout autre acteur qui peut être associé techniquement à nos réflexions. Ce plan régional d'insertion, il est également suivi dans le cadre d'une commission régionale, dans le cadre du CREFOP Île-de-France. Et dans cette commission sont également associés les partenaires sociaux. Alors, ce plan régional d'insertion, il est fait pour animer et pour coordonner la mise en œuvre des politiques publiques qui vont viser à insérer professionnellement les personnes en situation de handicap. C'est ainsi que nous travaillons sur, par exemple, l'insertion professionnelle des jeunes, sur la mobilisation des employeurs, le développement des compétences, la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi. Et c'est donc dans ce cadre global d'action que se situent les actions que nous développons pour développer l'accès à l'apprentissage. Ce développement de l'accès à l'apprentissage, c'est bien une priorité nationale qui s'appuie notamment sur des éléments qui ont été portés par la loi, la liberté de choisir son avenir professionnel, qui date de septembre 2018. Brièvement, elle a apporté quand même quelques éléments clés. Une nouvelle définition de l'action de formation par apprentissage, qui fait maintenant partie intégrale du champ de la formation professionnelle. Petit en passant, je vous indique qu'aujourd'hui en Île-de-France, nous sommes à 470 CFA à fin 2020. Que ce champ de réforme a également touché les modalités d'entrée dans l'apprentissage, puisque l'entrée est possible toute l'année. Elle a impacté également l'évolution des missions des CFA, dont on attend plus un appui dans la recherche employeur, l'accompagnement lorsqu'il y a des ruptures de contrat, l'aide à la résolution de difficultés sociales ou matérielles, la démarche pour pouvoir accéder aux aides et tout ce qui concerne la sécurisation des parcours. Là-dessus, elle a également rendu obligatoire la désignation d'un référent handicap dans les CFA. Et puis, elle a mis en place une majoration de la prise en charge des contrats des CFA, donc le financement des OPCO est majoré jusqu'à 4 000 € pour justement faciliter les conditions de réalisation
de l'apprentissage des personnes en situation de handicap en aidant sur l'évaluation des besoins, les adaptations pédagogiques et l'accès aux droits. Vous voyez qu'en fait tout cela, tout ce cadre juridique contextuel permet d'asseoir beaucoup plus de moyens pour justement permettre un développement de l'apprentissage au service donc des personnes en situation de handicap. Donc vous voyez sur ce slide-là quelques actions phares que le PRITH Île-de-France a développées depuis 2019. Donc nous avions mis en place une rencontre apprentissage donc, en 2019 qui a permis aux professionnels qui sont tous impliqués dans la mise en œuvre de l'apprentissage de pouvoir se rencontrer, de pouvoir s'informer et d'échanger. Nous avons mis en place également un webinaire fin 2020 lors de la semaine du handicap, là pour présenter l'ensemble des aides exceptionnelles qui étaient mises en place à destination donc, de l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap, donc aide mobilisable pendant cette période de crise sanitaire. Et puis nous avons sorti ce début d'année toute une collection de capsules qui sont principalement dédiées aux référents handicap des CFA, qui livrent tout un tas d'informations et de clés sur les différentes composantes de la mise en œuvre de l'apprentissage pour notre public. Certaines de ces capsules sont peuvent constituer un bon socle de connaissances pour chacun d'entre nous. Et donc, on vous invite également à les retrouver sur le site du PRITH Île-de-France, à la note que vous avez là-dessus. Voilà pour quelques éléments de présentation du PRITH et de ses actions sur l'apprentissage. Merci beaucoup. Alors, pour enchaîner avec d'autres éléments d'information qui vont vous être donnés, une petite activité. Ce n'est pas un test, pas de souci. Vous êtes anonyme. Vous avez vu que vos noms ce sont des sobriquets qui s'affichent plutôt que vos noms. Donc, répondez sans crainte. Vous avez 30 secondes pour nous dire parmi tous les types de handicap, d'après vous, quelle est la part des handicaps invisibles? Donc, vous avez 5 propositions en pourcentage. Vous n'avez pas le droit d'aller chercher des informations. Alors, effectivement, tout le monde a répondu, 80%. Et je vais laisser Madina Gandoussi de la GFIP préciser les choses. Donc, je dirais déjà, c'est une bonne réponse. Mais avant tout, je vais introduire justement cette slide par la définition que le Code de travail a apportée. Donc, pour le travailleur en situation de handicap, hein, c'est une personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, psychiques. En résumé, il s'agit de l'adéquation entre la conséquence de la maladie et les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Donc, et les problématiques de santé peuvent prendre différentes formes, comme on voit sur le schéma de gauche. Donc, ils sont regroupés en 6 familles: handicap moteur, auditif, visuel, mental, psychique ou dû aux maladies invalidantes. Donc, effectivement, contrairement à ce qu'on croit que le handicap est catégorisé uniquement sous forme de handicap, par exemple pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, donc qui constituent, eux, à environ 3% de la population en situation de handicap, pas plus que ça. Et pourtant, on a cette image quand on parle de personnes en situation de handicap, d'une manière générale pour les personnes qui sont éloignées un petit peu du sujet. Voilà ce qu'ils catégorisent, mais finalement, ça peut prendre plusieurs formes. Et souvent, et 80% comme vous l'avez noté, c'est des handicaps invisibles comme le diabète, l'hypertension. Ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Et il faut noter aussi que le handicap peut survenir dans 23% des cas au cours de la vie. Donc, il y a aussi l'allongement de l'activité professionnelle qui fait que aussi ça peut provoquer avec l'âge des incapacités ou des problématiques de santé qui surviennent au fur et à mesure du cours de la vie, tout simplement.
Donc, le handicap n'est pas forcément de naissance. Il peut survenir aussi dans 85%, comme on voit sur le schéma de droite, des déficiences qui sont acquises après 15 ans. Donc voilà, c'est des chiffres qu'on retient. 80% du handicap sont invisibles. Et il y a plusieurs formes de handicap. Ce n'est pas uniquement le handicap, c'est-à-dire fauteuil roulant, ce n'est pas tout à fait la bonne interprétation. Voilà tout pour voilà, des éléments de base. Voilà, si vous voulez passer, Morgane. D'accord. Merci beaucoup. Bon, comme vous vous débrouillez bien, on continue avec une activité. Quelle proportion des contrats d'apprentissage concerne des personnes en situation de handicap? Et encore une fois, un quiz avec 5 possibilités. Alors, 4 personnes ont répondu moins de 25% et une personne entre 25 et 50%. Donc, le reste des participants préfèrent s'abstenir. Madina, je vais vous laisser répondre. Peut-être. Plutôt Céline. Céline, pardon. Excusez-moi. Oui. Non, pas de souci. Votre micro est coupé, Céline. Oui, excusez-moi. Oui, nous pourrions répondre, Madina et moi, indifféremment, sans aucun souci, bien sûr. Eh bien, en fait, le niveau d'accessibilité des personnes en situation de handicap est extrêmement faible. Nous ne passons pas le 1% des contrats en apprentissage qui sont des contrats concernant des personnes en situation de handicap. Alors, c'est une situation, évidemment, à laquelle c'est le vrai enjeu, en fait, hein, vraiment, c'est de faire progresser l'accès du public en situation de handicap. Peut-être l'avez-vous saisi à l'occasion du 3e comité interministériel l'année dernière, comité interministériel du handicap, qui a, lui, vraiment fixé un objectif national de développement très fort du nombre d'apprentis en situation de handicap. L'objectif, c'était de toucher les 10 000 au niveau national. Donc, on est vraiment là sur un enjeu fort. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelques chiffres clés, vraiment pour se donner quelques repères. On est vraiment sur un public qui est très fortement impacté par le chômage, avec un taux de chômage qui est le double du tout public. Hein, on est là, c'est une situation qui n'évolue pas vraiment, hein, depuis au moins les 2 ou 3 dernières années. Un autre indicateur, c'est l'obligation d'emploi des entreprises. Donc, comme vous le savez, les entreprises de plus de 20 salariés se doivent respecter l'obligation légale d'emploi des personnes de situation de handicap. La barre est fixée à 6% de l'effectif à minima. Et aujourd'hui, ce niveau est de 3,5% dans le secteur privé et il est de 5,5% dans le secteur public. Donc on a effectivement là, vous voyez, une marge de progression importante pour pouvoir répondre à cette obligation réglementaire. J'ajouterai un petit point par rapport à la slide que vous avez sous les yeux, c'est globalement le niveau de qualification des demandeurs d'emploi en situation de handicap qui est en décrochage important par rapport au public, par rapport au tout public. En effet, 26% des demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont sans qualification, 26%, alors que ce niveau est de 16% pour le tout public. Et si on parle de niveau supérieur au bac, eh bien, nous avons 42% des personnes en situation de handicap qui sont demandeurs d'emploi, alors que pour le tout public, ces personnes qui ont un niveau bac et plus portent sur 62%. Donc, vous voyez effectivement cet écart qui montre qu'il faut vraiment faire progresser là aussi la formation de ces personnes en situation de handicap. Voilà, en conclusion, on est, comme vous le voyez aujourd'hui, à moins de 1% d'apprentissage sur ce public-là, et donc un enjeu fort que nous devons essayer à tout prix de faire progresser. D'accord.
Donc, merci Céline. Pour poursuivre justement quelques informations clés, quelques chiffres clés, quelques informations clés au sujet du handicap. Pour démarrer, une question, quels sont les freins principaux à l'accueil des apprentis en situation de handicap? Et là, peut-être que vous pouvez vous inspirer de ce que vous avez, de vos échanges avec des employeurs. Est-ce que ce sont les coûts, la complexité administrative, le risque d'absentéisme, l'idée que tous les métiers ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap, la crainte des employeurs d'être seuls à gérer des situations complexes ou la crainte des réactions des autres salariés? Voilà, quelques propositions. Vous avez répondu, alors, en majorité, l'idée que tous les métiers ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap, la crainte pour les employeurs d'être seuls à gérer des situations complexes, aussi la crainte des réactions des autres salariés de façon, la complexité administrative, le coût des aménagements. Bon, on voit que vous avez été, il y a une multiplicité, disons, de freins possibles à l'accueil. Et c'était simplement une petite activité pour introduire cette séquence où nous allons essayer de vous présenter les messages clés, les arguments qui peuvent convaincre et qui peuvent vous aider lorsque vous êtes en face d'un employeur. Donc, merci Morgane. Donc, nous avons noté les 5 messages clés pour convaincre un employeur de recruter un apprenti qui est en situation de handicap. Donc, tout d'abord, un recrutement, c'est, l'apprentissage plutôt, recruter quelqu'un en apprentissage, c'est comme tout recrutement, hein, se base sur les compétences d'abord. Donc, l'employeur n'agit pas seul dans cette démarche. Il est accompagné tout au long de la période de recrutement par un certain nombre d'acteurs que nous allons détailler dans les slides suivantes. Donc, il est accompagné notamment pour trouver des solutions de compensation. Et par l'emploi des profils variés, donc en apprentissage, l'employeur favorise la diversité en entreprise. Et aussi, par la même occasion, il répond à l'emploi, à l'obligation de l'emploi des travailleurs en situation de handicap par le biais de ce type de contrat. Donc, pour le premier message que nous avions noté, donc recruter les compétences, effectivement, l'apprentissage, c'est un outil de recrutement comme la professionnalisation, comme l'embauche directe, et voilà. L'employeur recrute une personne pour son potentiel, pour sa motivation, pour ses compétences, non pas parce qu'elle est en situation de handicap et pour remplir l'obligation, tout simplement. Il faut que ça permette la qualification des personnes, leur montée en compétences pour pouvoir accéder à un emploi, donc répondre à un besoin spécifique à l'entreprise, notamment sur les métiers en tension. Donc l'entreprise ou l'employeur peut former la personne pour ses propres besoins, et donc non seulement il aura les profils qu'il recherche, et en même temps il répond à son obligation d'emploi. Donc, il peut avoir par ce biais un vivier des profils variés, hein, jeunes, moins jeunes, avec ou sans expérience. Et nous notons aussi que dans 8 cas sur 10, il n'y a pas besoin d'aménagement. Comme nous l'avions vu tout à l'heure, 80% des cas aussi n'ont pas besoin forcément d'aménagement. Et quand il s'agit du contrat d'apprentissage, pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de condition d'âge. Donc, on peut dire que l'apprentissage est un vrai levier d'insertion professionnelle. Ça permet aussi un temps de contractualisation plus long si besoin pour sécuriser le parcours d'intégration pour un recrutement final. Donc, ça peut être aussi, j'entends le recrutement final par l'embauche éventuellement en CDD ou en CDI après le contrat d'apprentissage. Donc, le deuxième message, une petite illustration sur ce qu'on entendait que l'employeur est accompagné durant la période donc, de recrutement ou d'intégration d'une personne en contrat d'apprentissage. Donc, il existe un ensemble d'acteurs dédiés à l'accompagnement de l'apprenti et de l'employeur, donc avant, pendant et après la formation en alternance en apprentissage. Donc, l'accompagnement des services publics de l'emploi, nous avons Cap Emploi, Pôle emploi, les missions locales, qui consistent à aider dans la recherche de candidats, effectuer les démarches administratives liées au recrutement, et pour définir aussi donc le parcours de formation le mieux adapté
et pour mettre en place les conditions nécessaires pour une bonne intégration de l'apprenti. Nous avons aussi l'accompagnement des référents handicap au niveau des CFA et OF, ou alors les chargés de relations entreprises. Mais aujourd'hui, comme l'avait souligné tout à l'heure Céline, les référents handicap sont obligatoirement existants dans les organismes de formation ou CFA. Donc, leur présence ou leur rôle consiste à mieux appréhender les situations de handicap, d'adapter les installations ou la pédagogie en fonction des situations des personnes, de développer les réseaux avec les parties prenantes de l'apprentissage en matière de handicap. Donc, il y a l'AGEFIP, la Maison départementale des personnes handicapées, les missions locales. Il peut avoir un rôle comme rassurer les parents quant à la capacité du CFA à accueillir et accompagner les jeunes en situation de handicap. Donc, vous voyez, il est en relation avec la famille, le jeune en situation de handicap. Il va être en relation aussi avec l'entreprise. Donc, il coordonne toutes ces actions pour sécuriser le parcours de formation en alternance. Donc, son rôle aussi, c'est de convaincre et accompagner les parents dans le dépôt de dossier en connaissance de la situation de handicap. Donc, on connaît que les jeunes ont une réticence à se faire connaître en tant que personne en situation de handicap. Donc, il peut avoir ce rôle aussi. Et en matière d'accessibilité, le référent handicap peut mobiliser la ressource handicap formation. Donc, ça, c'est de l'AGEFIP. Ce dispositif propose la mise en place de solutions afin de sécuriser l'entrée en formation de la personne en situation de handicap en prenant en compte ses besoins de compensation. Voilà. Par rapport aux trois... Oui, oui, je pense que j'ai entendu le mot compensation. Je pense que c'est mon clin d'œil pour que je puisse passer à la diapo suivante. Oui. En parlant de compensation, justement, on disait tout à l'heure que la grande majorité des formations ou des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc là, c'est juste une question de compensation, c'est-à-dire de mettre les moyens humains, techniques, organisationnels que nous pouvons donc mettre en place pour limiter les effets de la pathologie ou avoir des conditions d'exercice comparables aux personnes qui ne sont pas dans la même situation, c'est-à-dire en situation de handicap. Donc, comme nous pouvons voir sur la petite image à gauche, donc, égalité, équité, accessibilité universelle. Donc, il ne s'agit pas uniquement de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. On va dire, on attribue à toutes les personnes, quelle que soit leur situation, les mêmes conditions, mais d'adapter ces éléments ou ces conditions, de les adapter à la situation de chacun. Donc, ce qui nous amène à la petite image au milieu de l'équité. Donc, il faudrait être équitable pour pouvoir donner à tout le monde la même capacité d'exercer, on va dire, un métier ou de suivre une formation comme tout le monde. Donc, l'employeur et l'apprenti peuvent bénéficier des aides et de mesures de l'État et de la GFIP pour l'adaptation de situations de travail, pour neutraliser ces contraintes liées au handicap de la personne. Donc, est-ce qu'on peut passer peut-être à la suite, à la prochaine? Merci. Le message 4. Oui, message 4. Donc, oui. Oui, donc effectivement, comme le disait Madina, donc on peut avoir accès effectivement à différentes aides. Et donc là, l'objet de ces quelques slides qui suivent, c'est de vous rappeler les aides financières qui sont mobilisables dans le cadre de l'apprentissage, pour recruter en apprentissage, actuellement en situation de crise sanitaire. Alors, on va évoquer deux aides, l'aide exceptionnelle de l'État et ensuite on complétera avec l'aide spécifique de la GFIP qui est absolument complémentaire. Donc, un rappel sur cette aide exceptionnelle de l'État qui arrive sur le slide qui vient. Vraiment un rappel parce que je pense que c'est une aide maintenant que vous connaissez bien. Donc, elle est en place donc, depuis le 1er juillet 2020 et sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Cette aide exceptionnelle de l'État à l'embauche d'apprentis s'adresse aux entreprises et aux associations qui vont embaucher donc un apprenti de moins de 26 ans, sauf si l'apprenti est reconnu travailleur handicapé, et dans ce cas, en toute cohérence avec
l'accessibilité à l'apprentissage, avec la règle d'accessibilité à l'apprentissage, cette aide est bien sûr déclenchable pour l'apprenti reconnu en situation de handicap sans limite d'âge. L'apprenti sera donc en préparation d'un diplôme qui va du CAP jusqu'au niveau Master 2. Alors, au niveau du montant de l'aide, donc on a deux niveaux d'aide en fonction de l'âge de la personne. Si elle est mineure, on est à 5 000 euros. Si elle est majeure, on est à 8 000 euros. Et c'est une aide qui permet donc, de couvrir quasiment intégralement le salaire de l'alternant. Alors, quelques petits points d'information subsidiaires. Donc, cette aide exceptionnelle va se substituer à l'aide unique dont bénéficient habituellement donc, les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent donc un apprenti de niveau CAP à bac, et cette aide unique reprend l'année suivante. Voilà, lorsque cette aide exceptionnelle, cette étape. Ensuite, juste un tout petit point, et ça aussi je pense que vous le connaissez bien, c'est donc pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés, ces entreprises sont éligibles à cette aide sous conditions d'atteinte de seuils définis en termes de contrats favorisant l'insertion professionnelle. Là, je ne m'attarderai pas trop et je vous renverrai au décret qui précise les choses. Au besoin, je vous le renverrai. Merci Céline. Donc, en complémentarité avec les aides de l'État, nous avons l'aide majorée de l'AGEFIP à la conclusion d'un contrat en apprentissage avec une personne en situation de handicap. Donc, l'offre de l'AGEFIP s'adresse aux employeurs de droit privé ou relevant du droit privé, dans les entreprises qui sont signataires d'un accord agréé de branche ou de groupe d'entreprises, à condition qu'elles atteignent bien sûr le taux d'emploi de 6%. Donc, pour les entreprises qui sont sous accord, il faut qu'elles atteignent 6% ou qu'elles le dépassent pour pouvoir mobiliser à nouveau les aides de l'AGEFIP. Donc, ça concerne aussi les entreprises adaptées ou les structures d'insertion par l'activité économique, et ça peut concerner aussi les travailleurs en situation de handicap qui exercent une activité indépendante. Donc, l'AGEFIP a déployé une aide complémentaire aux aides de l'État pour la conclusion d'un contrat en alternance, en apprentissage. Donc, l'objectif de cette aide, bien sûr, est d'inciter les employeurs à recruter une personne en situation de handicap en contrat d'apprentissage. Le contrat doit avoir une durée minimale de 6 mois et la durée hebdomadaire est au minimum 24 heures. Donc, elles viennent aussi en complémentarité des aides exceptionnelles de l'État et de l'AGEFIP, l'aide à l'accueil, l'intégration et l'évolution, qui peut atteindre 4 000 euros et elle est proratisée selon la durée du contrat. L'aide est accordée donc, pour les contrats qui débutent ou qui ont débuté entre le 11 mai 2021 et prolongé jusqu'au 31 mai 2021 pour être plutôt selon la crise sanitaire. Si elle sera prolongée, ça sera, je pense, également prolongé. Donc, sur la slide suivante, nous avons les évolutions des montants des aides de l'alternance. Voilà, donc vous avez les anciens montants plutôt de l'aide de l'AGEFIP et la réévaluation dans la colonne à côté. Donc voilà, pour l'embauche, par exemple, d'un CDI, ça peut atteindre 4 000 euros. Ensuite, nous avons un petit cas concret pour illustrer justement ces aides de l'État et de l'AGEFIP. Donc, nous avons le bureau d'études spécialisé dans le système d'information qui est composé de 21 salariés. Donc, il a recruté Alicia qui a 20 ans, qui a une RQTH, un handicap, elle a un handicap auditif. Donc, elle est recrutée en contrat d'apprentissage pour 2 ans. Donc, l'employeur, il peut obtenir une aide exceptionnelle de l'État de 8 000 euros, plus l'aide majorée de l'AGEFIP de 2 500 euros. Et en complément, il peut aussi mobiliser l'aide d'accueil et l'intégration jusqu'à 3 000 euros. Et ces 3 000 euros, ça peut correspondre, par exemple, dans ce cas de la personne qui a un handicap auditif, il peut mobiliser, par exemple, le coût du tutorat
plutôt mobiliser l'aide pour le coût du tutorat, le temps d'encadrement, le coût d'un interprète, par exemple, si la personne pratique la langue des signes, ou bien formation de l'équipe au LSF, donc ça peut arriver dans certaines entreprises. Cette aide, plutôt, elle est prescrite par Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales et la GFIP. Donc, il y a aussi le cofinancement de l'aménagement de la situation de travail. Donc, ça peut être un besoin très spécifique, comme le faire recours à un interprète lors des réunions ou de formations qui peuvent peut-être prendre du temps. Voilà, donc pour le 5e message clé, donc la contribution à l'obligation de l'emploi des travailleurs handicapés et à la diversité en entreprise. Donc, ce qu'on pourrait dire, donc, c'est l'apprentissage, c'est un moyen de répondre à l'obligation de l'emploi, certes, mais aussi à favoriser la diversité dans l'entreprise. C'est une forme de sensibilisation qui permet d'ouvrir les esprits, de déconstruire les préjugés sur l'handicap et lever certaines craintes des managers. Ça permet de les rassurer, de rassurer aussi le collectif de travail, de créer un climat de solidarité, de cohésion, de performance. Donc, ça favorise aussi l'innovation sociale pour s'adapter à différentes situations. Ça peut favoriser aussi, ça peut répondre aux enjeux RSE de l'entreprise. Et ça démontre aussi l'engagement de l'employeur en faveur de l'emploi et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà, globalement, donc ce qu'on peut retenir, c'est le contrat d'apprentissage. L'employeur, il recrute l'apprenti sur la base de ses compétences. Il n'est pas seul dans cette démarche, il est accompagné par un certain nombre d'acteurs qu'on a vus. Aussi, ça favorise la diversité, il peut avoir les profils et la formation de ses apprentis à ses propres métiers, surtout si c'est des métiers en tension. Donc, ça peut répondre à ses besoins ponctuels ou ses besoins spécifiques. Merci. Merci Céline et Madina. Nous arrivons à la fin de la première séquence. Je vous propose de restituer, que chaque groupe ait à peu près 5 minutes de restitution, ou 5 à 6 minutes. Et puis, en commençant par le groupe 1, et c'est Charline Simoneau de la CPME 77 qui s'est proposée, mais elle bénéficiera de l'aide de tout le groupe si nécessaire. Merci. Merci, Charline. Alors, du coup, suite à cette situation numéro 1, tout d'abord les questions éventuellement qui pourraient être évoquées par l'employeur. Premièrement, on s'est dit que tout d'abord, il fallait connaître le handicap, même si effectivement, il faut y mettre du tact, il faut créer une relation de confiance, puisqu'on a certaines questions qui sont déplacées ou qui pourraient nuire à la vie privée du salarié en question. Excusez-moi, Charline. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez simplement rapidement rappeler le contexte, parce que le deuxième groupe, nous n'avions pas du tout le même scénario. D'accord. Sinon, je peux le rappeler si vous le souhaitez. Oui, je veux bien. Oui. Donc, le premier groupe, nous étions dans un contexte où nous étions sur la réflexion. Nous avions donc un DRH qui souhaite recruter pour la première fois une personne en situation de handicap. Et la première partie, c'était d'identifier toutes les interrogations que peut se poser ce DRH. Et ensuite, la deuxième partie, c'est toutes les informations que peut apporter la référente CFA, donc au DRH. Merci beaucoup. Donc, du coup, effectivement, comme je le disais, donc le DRH, c'est les questions qu'il pourrait poser donc à Madame Durand, donc qui est la référente. Donc, tout d'abord, quel est connaître un petit peu le handicap, mais comme on l'a dit, de manière, en mettant les formes et avec du tact, pour créer justement ce climat de confiance. Ensuite, on avait également si la personne était OK, si l'aménagement du poste correspondait à ses attentes, si il n'y aurait pas de soucis vis-à-vis de ça, vis-à-vis des missions également, le rythme d'alternance,
également avec le CFA dans lequel elle pourrait voilà, effectuer sa formation. Les aides, forcément. L'employeur posera la question des aides et ce à quoi il a le droit au recrutement de cette personne. On avait aussi évoqué le fait de prendre des mesures, les mesures nécessaires pour avertir l'ensemble des collaborateurs de la société, voilà, pour qu'on puisse créer justement une cohésion, une entraide vis-à-vis de tous ces RQTH ou ces personnes justement travailleurs handicapés. Et sensibiliser également un maximum de salariés vis-à-vis de ce recrutement, de ces types de recrutement. Ensuite, le communiqué de l'entreprise. Oui, donc ça, je l'ai dit, c'était voilà, faire une déclaration également auprès de l'ensemble des salariés pour les pousser et les aider voilà, à se déclarer, puisqu'il y en a encore énormément qui n'osent pas se déclarer pour peur peut-être voilà, d'être stigmatisés pour certains, comme on le disait ensemble. Et également, donc là, ça revient au climat de confiance. Il aurait certainement souhaité voilà, savoir un petit peu comment ça se passe pour être accompagné sur les manières de faire, les méthodes, sur les questions à poser, afin de ne pas rentrer, voilà, d'être trop intrusif vis-à-vis de cette personne lors du recrutement et d'avoir voilà, des clés, des phrases types ou des questions afin que lui-même soit plus à l'aise. Bon, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais je pense que… Et effectivement, donc dans son ensemble, c'était bien ça. C'était la préparation en amont donc, du DRH pour accueillir la personne en situation de handicap au sein de l'entreprise, l'intégration, l'accessibilité des locaux, la sensibilisation des salariés, la bonne communication, également l'aider donc au niveau de tout ce qui est préparation au recrutement, parce que recruter, il peut avoir des appréhensions au niveau du recrutement d'une personne en situation de handicap. Quel type de questions faut-il poser ou ne faut-il pas poser de façon donc à ne pas être très discriminant. Nous avons abordé cet aspect des choses. Oui, c'est bien cela. Est-ce que dans notre groupe, il y avait, parmi les participants au groupe, on avait des représentants de différentes structures avec des expériences différentes? Est-ce que vous avez retenu autre chose ou pour vous, c'est restitution complète? Vous aviez d'autres idées à ajouter? Alors, je n'ai pas parlé, par contre, pardon, hein, pour la deuxième question. Hein, je n'ai pas parlé encore des questions enfin, les réponses, pardon, que Madame Durand fera à l'employeur. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Bon, on vous laisse passer à la deuxième partie, du coup, s'il n'y a pas d'autres compléments. Merci. Alors, les réponses que pourrait justement donner à l'employeur, voilà, les réponses de la référente, ce serait donc d'abord forcément d'indiquer, d'identifier, d'informer sur les différents types de handicap qui existent, afin qu'ils puissent avoir une vision plus large et plus globale, et une connaissance également sur ce sujet, mais également mettre en place des fiches types ou des questionnaires. Donc, c'est l'une d'entre nous qui en a parlé, qui d'ailleurs, je pense, avait eu cette expérience avec son entreprise, il me semble, sur un questionnaire vis-à-vis de la description de l'environnement de travail. Voilà, pour savoir si tout est en adéquation avec les compétences et voilà, les qualités professionnelles de la personne qui est recrutée. Donc, une analyse de poste également, hein, tout simplement, avec les contre-indications, voilà, afin de savoir un petit peu si tout sera opérationnel pour son arrivée. Également, donc un tuteur. Donc, mais là, on l'a vu, hein, quoi qu'il arrive, hein, dans l'alternance, le tuteur ou le maître d'apprentissage est obligatoire. Et ensuite, donc, communiquer en amont, bon, ça, on l'a dit. Et puis, voilà, elle communiquera sur les aides, le rythme de l'alternance, l'école, également sur le référent apprentissage ou le chargé relations entreprises qui sera présent au CFA pour qu'il puisse épauler l'employeur également. Est-ce que je peux ajouter une petite chose? Bien sûr. Oui. Voilà. Juste peut-être aussi ajouter qu'on proposait aussi de présenter des candidats qui peuvent s'exprimer sur leurs besoins d'aménagement de poste pour faciliter l'entretien. Que ce ne soit pas que l'employeur qui fasse l'effort,
d'identifier les choses, mais que le candidat soit à même déjà d'expliquer ses besoins d'aménagement de poste ou les contre-indications. Ça rejoint ce que vous disiez aussi, hein, Charline. Voilà. Bien entendu. Pour compléter, donc, nous étions donc en train d'échanger sur cet exemple bien avant qu'on bascule en plénière. C'était plus au niveau de l'adéquation poste et homme, au niveau des compétences. On a eu un exemple donc d'une personne qui avait sous contrôle de Madame Rodot, qui avait des soucis donc au niveau des mains. En fait, c'était vraiment une problématique spécifique et qui travaillait dans la coiffure. Donc là, clairement, il y a pas, en fait, il faut faire attention, l'adéquation avec le poste est limitée pour le coup. Donc, il est important donc, vraiment donc, que le candidat ait en amont déjà, lui, ses contre-indications. C'est-à-dire, quand il a connaissance de ses contre-indications, pour le coup, il est facilitant pour lui aussi de rechercher des postes qui correspondent par rapport à ses contre-indications. Parce que là, clairement, le candidat, il va sur un poste où il y a des contre-indications, où il ne sera pas en mesure de travailler pleinement et d'être productif. On ne peut pas accuser, pour le coup, l'employeur de ne pas être très bienveillant ou ouvert à accueillir une personne. C'était pour répondre à Madame Rodot qu'il était important, bien entendu, d'évaluer l'adéquation liée au poste. Voilà. Sauf que quand le jeune il est buté et qu'il faut qu'il s'en aperçoive par lui-même, il n'y avait que cette solution-là. Oh, ça peut être une confrontation. Et voilà, malheureusement, oui. Merci beaucoup. Je pense que pour cette restitution complète des échanges que vous auriez bien voulu prolonger un petit peu, je crois, nous allons laisser la parole au groupe numéro 2. Margot, je vous laisse présenter les personnes qui vont restituer pour votre groupe. Votre micro... Ah, ça y est. Donc déjà, je vais rappeler le contexte. Donc, Monsieur Franck a étudié une candidature, donc il réalisé un pré-entretien donc concernant Madame Paty. Et en fait, aujourd'hui, il cherche à convaincre le manager qui est Monsieur Richard de la recevoir en entretien, car Monsieur Richard a quelques réticences qui sont le ralentissement de la production de l'équipe, un manque d'autonomie de la personne et qu'il risque de se retrouver tout seul à gérer ce candidat et ce qu'il y a autour. Donc, Monsieur Franck, le DRH, souhaite qu'on convainque le manager. Et donc, quels seraient les arguments finalement du DRH envers le manager pour le convaincre de recevoir Madame Paty en entretien? Pour cela, je vais laisser Lilian Mathias du MEDEF de faire la restitution. Lilian, je te laisse la parole. Nous sommes derrière toi, bien entendu. Bien sûr, j'espère même à côté. Donc, nous, ce sur quoi on était parti, c'était de se dire que par rapport aux échanges qu'on a déjà eus dans la matinée, qu'on allait principalement valoriser les compétences du candidat avant tout. C'est-à-dire rebondir un petit peu sur son CV et sur ce qu'elle avait déjà pu mettre en place. Donc, c'est-à-dire se mettre en avant le fait que lui, il cherchait quelqu'un qui avait un certain sens du service, quelqu'un qui pourrait contribuer aux valeurs de l'entreprise. Et on a quelqu'un qui avait déjà une expérience d'auxiliaire de vie, qui avait travaillé au contact direct de la clientèle aussi sur ses précédents postes. Et à chaque fois, elle est restée sur des durées qui étaient de 12 et 10 ans. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est relativement stable sur ses postes et qui, du coup, a développé un vrai savoir-être en entreprise. Donc, là, pour le coup, ça devrait normalement déjà rassurer sur on va dire, la culture d'entreprise qu'elle peut avoir à ce niveau-là. Ensuite, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un manager qui est un peu craintif et lui, il n'est pas vraiment sur les mêmes thématiques, on va dire, d'économie financière que l'employeur. Mais nous, on a choisi de mettre en avant aussi le côté de l'apprenti qui, même si elle a 45 ans aujourd'hui, peut quand même bénéficier des aides qui sont liées à l'apprentissage également. Autre chose, c'est aussi qu'il avait cette peur aussi de la réduction de productivité. Donc, on rebondissait aussi sur la cohésion que ça pouvait permettre au sein de son entreprise par rapport à ce qu'on avait vu.
Aussi le fait qu'il puisse y avoir une aide à l'intégration s'il avait peur qu'elle ne puisse pas s'intégrer. Donc, une aide à l'intégration, une aide au tutorat qui était possible s'il avait peur de ne pas avoir une équipe qui puisse suffisamment l'encadrer. Et aussi, tout simplement, lui dire qu'il y avait des possibilités de passer par des dispositifs qui existent, tels que la période de mise en situation en milieu professionnel, comme un pré-test avant l'embauche définitive. Donc, tout ce qui permettrait de se rendre compte qu'il y a quand même une vraie adéquation entre la personne qui a été choisie, ou pressentie en tout cas, et celles qui vont choisir in fine. En plus, on insistait sur le fait que chaque fois qu'elle a changé d'emploi, parce que sur son CV, on voyait que chaque fois qu'elle a changé d'emploi, c'était des projets mûrement réfléchis. Donc, quand elle a travaillé dans la vente, elle s'était formée dans la vente avant et elle y a travaillé tout de suite après. Pareil pour être auxiliaire de vie. Elle y a travaillé, elle s'est formée juste avant et elle y a travaillé aussi. Et donc là, en plus, son projet, il a été travaillé bien en amont, je crois, pendant 2 ans, il me semble. Et elle a même pu faire une période d'immersion pendant 7 mois pour valider son projet professionnel. Donc montrer qu'on n'est vraiment pas sur quelque chose qui est tombé comme ça du chapeau et qu'on est vraiment sur un projet mûrement construit également. Pour sa crainte de la solitude administrative qu'il pourrait rencontrer en disant bah oui, mais si jamais demain elle ne fait pas l'affaire, moi je me retrouve tout seul avec quelqu'un que je ne peux pas gérer. Donc on s'était dit que ce serait bien de pouvoir le mettre en lien aussi avec les fameux acteurs dont on parlait qui interviennent dans le champ du handicap, et quitte à même lui donner les coordonnées d'une personne du Cap Emploi pour que ça rende la chose un petit peu moins abstraite et qu'il ait quelqu'un vraiment à qui se référer si jamais, qu'il sache en tout cas qu'il a quelqu'un à qui se référer si jamais il se retrouvait dans une difficulté quelconque. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Il a aussi la personne du CFA, donc le référent handicap du CFA, tout simplement, auquel il peut se référer aussi, tout simplement. Et c'est déjà pas mal. J'oublie peut-être certaines choses, les autres. Non, ou alors j'ai été déconnecté? Non, on vous écoute. D'accord, religieusement. Quoi d'autre? Non, mais c'était dans les grandes lignes, c'était ça. On a essayé de répondre un petit peu à toutes les inquiétudes que pouvait avoir le manager en lui faisant bien sentir qu'il n'était pas seul et qu'avant tout, il recrutait un profil pour ses compétences et qu'en l'occurrence, là, la personne répondait en matière de compétences à son besoin et qu'il pouvait en plus bénéficier de son expérience sur d'autres métiers. Donc, elle avait le savoir-être qui allait bien avec le poste en question. Merci beaucoup. Margot, est-ce que vous souhaitez compléter ou est-ce que nous passons aux conclusions? On peut passer aux conclusions, vu qu'en plus on est pressé par le temps et que les conclusions vont relayer finalement les compléments de l'information. D'accord. Alors, pardon, j'ai fait une bêtise. Je vous laisse conclure, Ange et Margot. Donc, pour conclure, il n'existe pas d'emploi réservé, c'est-à-dire il n'y a pas de poste bien spécifique pour des personnes en situation de handicap. Ce sont des postes qui sont ouverts à tous et qui peuvent être aménagés et qui peuvent être adaptés en fonction donc, des contre-indications. Et donc, de ce fait, c'est qu'une candidature d'une personne en situation de handicap doit être étudiée de la même manière qu'une autre, donc à compétences et à poste et compétences égales, ce qui sous-entend voilà, que on va valoriser les compétences transversales, le projet de la personne également. Donc, comme vient de soulever Margot, donc les compétences, la personnalité, la motivation du candidat prime sur le handicap. Donc, il est important de valoriser les compétences, le savoir-être, le savoir-faire et les connaissances des personnes. Et bien entendu, s'il y a un besoin d'aménagement, on pourra adapter le poste pour la personne. Et ça, quelle que soit finalement la personne, qu'elle soit en situation de handicap ou pas, le médecin du travail finalement peut demander un aménagement de poste.
On vous a mis une petite vidéo, mais on vous laissera la regarder de votre côté. C'est vraiment quelque chose qu'on peut transmettre aux employeurs sur comment aborder le handicap au cours d'un entretien d'embauche. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut transmettre à nos employeurs et vous pouvez vous-même regarder ultérieurement. Alors, pour rappel, c'est d'abord, avant tout, recruter des personnes qui ont une compétence dans un premier temps. Une compétence, bien entendu, adaptable au poste. Mobilisation des acteurs, donc on a bien parlé du Cap Emploi, mais de la GFIP. Quand on est dans une entreprise du secteur privé, on peut très bien faire appel au référent handicap du CFA ou même en interne, le référent handicap en entreprise, déjà en interne, qui est une ressource en interne. Ce qui va permettre aussi de cela d'être accompagné pour trouver également des solutions de compensation. Bien entendu, c'est aussi donc, la possibilité pour l'employeur d'avoir des aides financières pendant l'apprentissage pour recruter à l'issue du contrat d'apprentissage. Les aides financières qui vont le permettre de les injecter sur tout ce qui est aménagement lié au poste. Mais ce n'est pas la finalité. Et c'est surtout, c'est ce qu'on dit, un atout pour l'entreprise. Même si ça permet de satisfaire à l'obligation d'emploi pour tous les salariés pour tous les employeurs de 20 salariés et plus, qui permet économiquement de satisfaire à l'obligation d'emploi et à la DOTH, c'est surtout la contribution à la diversité au sein de l'entreprise qui permet une mixité et des genres et donc une culture d'entreprise beaucoup plus riche. Merci. Merci beaucoup pour cette conclusion à deux voix. C'était agréable. Donc, pour aller plus loin, nous vous transmettrons ce support. Il y a des liens vers des personnes ressources, des supports d'information. Nous vous transmettrons ce document ultérieurement. Et je laisse le mot de la fin à Céline Noël-de-Gors. Merci Morgane. Oui, l'occasion simplement de vous remercier à tous d'avoir dédié ce temps d'1h30 avec nous pour que nous puissions partager sur la base de nos expériences réciproques professionnelles. Vous aviez exprimé en début de cet atelier donc des attentes précises, avoir des arguments, des éléments de langage pour convaincre l'employeur, voire même le rassurer, on a entendu. Il semble que, au regard donc des retours que nous avons fait de ces ateliers, que finalement nous avons pu quand même aborder des éléments techniques très précis et des éléments de réponse aussi qui pourront être utilisés vraiment facilement. Et nous espérons que ces éléments pourront vraiment vous être utiles dans cette pratique quotidienne. Voilà, j'en profite aussi pour remercier nos partenaires qui ont travaillé avec nous sur la préparation de ce webinaire, donc Anjoliance qui est donc, sur Pôle emploi et puis Margot Dacosta sur Cap emploi. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Et vous dire donc à vous tous participants, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de suggestions ou questions que vous avez suite à cet atelier. C'est pour nous très important de pouvoir connaître vos attentes pour vous proposer justement comme ça des moments où on peut vous proposer des apports, des compléments, répondre à vos questions. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout à nous joindre sur le lien sur le mail du prix. Voilà, ça nous arrivera et on agira en conséquence. Merci à vous.